Alors, dans cette capsule, nous allons voir l'aspect géométrique de l'analyse en composantes principales. D'un point de vue géométrique, l'ACP projette les observations dans un sous-espace de dimension inférieure. De dimension inférieure, évidemment, si on restreint le nombre de composantes qu'on étudie. Donc, les composantes principales sont simplement les coordonnées des observations sur les nouveaux axes. Les composantes principales, donc on l'a vu dans la mathématique de la CP, les composantes principales, c'est ma matrice Y qui est de même dimension que ma matrice X. X étant la matrice qui contient les données originales, une matrice N par P. Donc ici, Y va aussi être une matrice N pour le nombre d'observations et P pour le nombre de variables. Alors, ici, je vous donne un exemple de données que j'ai simulées. Donc, j'ai simulé un jeu de données. J'ai simulé ici x1 et x2, deux variables avec un certain niveau de corrélation. On va grossir un peu on va grossir ça un peu pour les analyser de façon un petit peu plus détaillée. Alors, ici, vous regardez là, mon x1 et mon x2. Donc, les deux variables ont leur propre variabilité, mais si on voulait regarder l'étendue totale de la distance, l'axe, l'angle sous lequel on a le plus de distance entre les observations, on verrait là, que c'est dans cet axe-là qu'on a le plus d'écart, si on veut, entre les observations. Donc, vous voyez là que l'écart ici est très élevé. Alors, sur ces données-là, j'ai fait une analyse en composantes principales. Sur le deuxième graphique, ce que vous observez, c'est les mêmes observations, mais projetées dans les nouveaux axes. Donc, ici, PC1, ça correspond à Y1, la première composante principale, celle qui contient le plus de variabilité. Et ici, PC2, ça correspond à Y2, donc la deuxième composante principale qui contient le plus de variabilité. Et observez bien les points, observez la couleur des points. Donc la même couleur correspond au même individu là, sur les deux graphiques. Et vous allez remarquer que le graphique ici, c'est tout simplement une rotation du premier graphique. Une rotation qui fait en sorte que sur l'axe des X, donc sur l'axe de ma première composante principale, j'ai une très très grande, c'est là que j'ai le plus de variabilité, le plus d'écart entre mes points. Et le deuxième axe va chercher le reste de l'écart entre mes points. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mon analyse en composante principale. Je suis allée chercher l'axe qui avait le plus d'écart entre les points. Là, évidemment, ça fonctionne, là, cette façon-là de le voir comme une rotation parce qu'on a uniquement deux variables. La conceptualisation, ça, est un petit peu plus complexe quand on a différentes variables, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est une projection des mêmes observations, mais dans d'autres axes. Donc, des axes qui nous permettent d'évaluer sur les premières composantes, de regarder là où est-ce qu'il y a le plus de différence entre mes observations. Donc, où je vais chercher là, le plus d'informations en premier. Je vais vous faire remarquer un autre point sur ce graphique-là. Je vais vous faire remarquer que la distance entre les points est préservée. Regardez par exemple les deux points que j'ai ici, qui correspondent aux deux observations que j'ai là. Alors ici, la distance entre les deux points sur les deux graphiques est exactement la même. Au total, la distance entre les points, entre deux observations, elle est préservée dans l'ACP au total. Là, évidemment, si on avait plus de variables et plus de dimensions, on n'observerait pas que c'est la même chose sur les deux premiers axes seulement. Il faudrait observer que c'est la même chose sur l'ensemble des axes, mais ici, à deux axes, à deux variables et deux axes, on est capable de l'observer. Ceci dit, ça se généralise, cette idée-là. Alors, on va regarder un peu comment on généralise ça. Donc là, il va falloir travailler un petit peu plus avec
avec la mathématique, là. Mais ici, donc ici, le Y, je vous rappelle que ce sont mes composantes principales, donc mes coordonnées dans mes nouveaux axes. Donc sur les nouveaux axes, la distance entre l'observation I et l'observation J. C'est à ça qu'on s'intéresse ici. Alors, on l'écrit de cette façon-là. Ici, là, c'est assez trivial, là, cet élément-là. Mais je vais vous expliquer comment on passe de cette ligne-là à cette ligne-là. Donc, Y, je vous rappelle que c'est égal, on l'avait vu avant, ça va être égal à X, ma matrice dans les coordonnées originales, fois A. A, ici, c'est une matrice qui contient tous les vecteurs propres de X. Donc ça, c'est ma matrice ici. Alors, pour l'individu I, on pourrait l'écrire comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on passe de la première ligne à la deuxième ligne. Après, il faut utiliser quelques propriétés de base là, de distributivité des matrices et des choses comme ça pour en arriver exactement à ça. Et puis, en travaillant encore un peu, on obtient ça ici. Alors, on remarque ici là, la présence de A fois A transposé. Qu'est-ce qui fait que ça disparaît à la ligne suivante? C'est que je vous rappelle que A contient les vecteurs propres et les vecteurs propres, ils sont orthogonaux. Donc, comme les vecteurs propres sont orthogonaux, A transposé, c'est égal à l'inverse de A. Donc, ici, ça, ces deux éléments-là, si on veut, ils se transforment en un. Donc, c'est pour ça qu'on les perd à la dernière ligne. Et on revient à la distance entre I et J dans les coordonnées originales. Donc, vous l'avez vu sur le graphique. Vous le voyez maintenant dans d'une façon un peu plus mathématique, mais c'est la même chose. La distance est préservée. Ça m'amène à vous parler justement de la notion de distance entre ces points-là. Parce que vous comprenez que la distance est préservée, que la distance va être quelque chose d'important et que la distance dépend beaucoup de l'échelle sur laquelle on va mesurer ou sur laquelle on va travailler. C'est ce qui fait qu'en général, on va standardiser les données avant de faire une ACP. Parce que sinon, ben, on se retrouve avec des variables qui, en raison de leur échelle, donnent l'impression d'avoir une très très grande variabilité. Donc, ça va apporter un petit peu de distorsion dans le jeu de données. Donc, en général, on va standardiser nos données pour faire une ACP. Ceci dit, je veux quand même que vous preniez un peu de temps pour réfléchir à ça parce que on ne va pas standardiser nécessairement toujours quand on fait une ACP. Je vous donne un exemple de situation ici où personnellement je ne standardiserai pas. Alors, regardez bien, on a un exemple où on a un achat en viande en dollars et l'achat de lait en dollars. Donc, on peut s'imaginer, se mettre dans la peau d'un épicier qui analyse ses clients, le comportement de ses clients et qui veut, veut avoir une analyse globale de ça pour après faire des prévisions, faire des segments, peu importe, mais il est en train d'analyser ses données. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de variabilité. Tout ça, c'est en dollars, là. Donc, il y a beaucoup plus de variabilité dans ses clients à lui, dans l'achat en viande que dans l'achat en lait, où il y a très peu de variabilité. Alors, si on laisse ça comme ça, l'ACP va probablement conserver cet axe-là comme ça, ou en tout cas quelque chose de similaire, parce que c'est celui qui a le plus de variabilité. Si on standardise les données, donc regardez le graphique de droite. Ici, j'ai standardisé mon achat en lait et j'ai standardisé mon achat en viande. Donc, j'ai ramené tout ça à la même variance. Donc, si on prend les individus dans le premier graphique, là, si on prend cet individu-là et cet individu-là, là j'en ai deux, mais c'est ces deux-là ici, là. Donc, ça correspond à ça ici et celui-là ici, mettons. Donc, on regarde la distance de deux individus qui s'écartent énormément et qui ont un profil très différent pour les petits et qui s'intéressent au bout du compte au montant que les gens dépensent. Donc ici, on a encore cet écart-là qui est très grand.
Si on regarde maintenant l'individu qu'on a ici et l'individu qui sont là, donc ce sont des individus qui, pour l'épicier, en termes de montant dépensé dans son épicerie, se ressemblent beaucoup. Sauf qu'une fois qu'on a standardisé les données, regardez où ils se retrouvent, ces deux individus-là. Ils se retrouvent aussi opposés l'un que l'autre que les deux premiers individus qu'on avait ici. Donc ici, en standardisant, on a augmenté un peu artificiellement l'écart entre ces deux individus-là et l'ACP va préserver cet écart-là dans son analyse après. Donc, c'est probablement pas l'idéal dans ce contexte-là en particulier de standardiser les données. Maintenant, quand est-ce qu'on standardise, quand est-ce qu'on ne standardise pas? De façon générale, le conseil que je vous donnerais par rapport à ça, c'est si les données sont sur des unités différentes, standardisées. Si les unités sont sur. Si les unités sont. Si les variables sont sur des unités. Sur les mêmes unités, par exemple, si tout est en dollars, tout est en température, toutes les variables sont des quantités, des mesures. Donc, si toutes les variables sont sur la même unité, la même échelle de mesure, j'ai tendance à préférer ne pas standardiser les variables quand je travaille. Ça s'applique à l'ACP, mais ça va s'appliquer aussi à d'autres méthodes dont on va discuter. Donc, la distance est préservée. Bien évidemment, la variabilité aussi est préservée. Donc, ça m'amène à vous parler de la proportion de la variabilité expliquée dans les données. Donc, c'est quelque chose qui va souvent nous intéresser. Alors, je vous rappelle que la variance de YI, de Y1, mettons, ça va être égal à lambda 1. La variance de Y2, la deuxième composante principale, ça va être égal à la deuxième valeur propre et ainsi de suite. Donc, quand je vais faire la somme de mes lambda K, K égale 1 à P, quand je vais faire cette somme-là, au bout du compte, je vais avoir la même quantité de variabilité que dans mes variables originales. En général, on va avoir standardisé, ok? Ça arrive qu'on ne standardise pas, mais c'est plutôt rare. Donc, en général, on va avoir standardisé. Donc, cette somme-là, elle va être égale à P. Donc, chacune de mes variables va avoir une variance de 1 dans l'échelle originale. Et on va retrouver ça dans une fois qu'on va avoir fait la transformation aussi. Donc, en général, ça va fonctionner. Et puis, on va s'intéresser à la proportion de la variabilité qui est expliquée par chacune des composantes principales. Alors, ici, c'est la somme de ma variabilité totale et ici, c'est la composante principale I. Alors, si, par exemple, lambda 1 vaut 9, et que j'ai P est égal à 10 variables dans mon jeu de données qui ont été standardisées, eh bien la proportion de la variabilité expliquée par la composante principale 1, ça va être de 90%. Alors, on va souvent utiliser ce genre d'informations-là pour choisir le nombre de composantes principales qu'on va conserver dans un modèle. Donc, il y a différentes stratégies pour le faire. Il y a différentes façons de le voir. Certaines personnes vont dire on va garder ce qui représente plus de 80% de la variabilité. D'autres vont garder les composantes qui ont des valeurs propres supérieures à 1. Donc, il y a toutes sortes de stratégies pour ça. On va en discuter dans un autre contexte. Mais pour l'instant, ce que je veux que vous reteniez de cette capsule-là, c'est d'une part que les composantes principales nous donnent des coordonnées de nos nouvelles observations, de nos mêmes observations sur des nouveaux axes et que la distance entre les observations est préservée dans l'ACP.